Parmi les monstres qui régnèrent sur la Terre, il y en eut un qui défia toute logique. Il ne se contenta pas de dominer la Terre ni de gouverner les cieux. Il conquit aussi l'eau. Son nom était Spinosaurus aegyptiacus, le chasseur le plus grand et le plus étrange qui ait jamais existé. Un prédateur amphibie, moitié bête terrestre, moitié ombre fluviale. Il y a 95 millions d'années, le nord de l'Afrique n'était pas le désert que nous connaissons aujourd'hui. C'était une étendue infinie de rivières, de marécages et de forêts tropicales où l'humidité formait un voile constant de brume. Dans ce paysage débordant de vie, le Spinosaurus se déplaçait comme un fantôme. Il mesurait plus de 15 mètres de long, pesait près de 7 tonnes, et sa silhouette inconfondable, couronnée d'une voile dorsale de la taille d'un homme, se découpait à l'horizon comme une créature de cauchemar. Son corps était une énigme pour la science. Lorsque les premiers fossiles furent découverts par le paléontologue allemand Ernst Stromer en 1912, personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Des os creux comme ceux d'un oiseau, mais avec d'énormes vertèbres allongées, adaptées pour soutenir une structure jamais vue auparavant. Stromer comprit qu'il s'agissait d'un chasseur différent. Non pas un qui poursuivait sa proie, mais un qui la guettait depuis les profondeurs. Son crâne, allongé et étroit, mesurait plus d'1,5 mètre et se terminait par un museau semblable à celui d'un crocodile. Il était rempli de dents coniques, lisses et sans scie, parfaites pour attraper de gigantesques poissons sans les briser. Sa morsure ne broyait pas, elle retenait. C'était le spécialiste ultime des proies aquatiques, un prédateur qui avait renoncé à la force brute au profit d'une précision létale. Les études modernes révèlent que son corps était densément ossifié, ce qui lui permettait de s'enfoncer et de garder l'équilibre sous l'eau. Sa queue, longue et flexible, agissait comme un puissant propulseur qui le faisait glisser avec élégance dans les rivières du Crétacé. Là, dans les marécages qui s'étendaient de l'Égypte au Maroc, il chassait des poissons colossaux comme l'Onchopristis, au museau épineux, ou le Mawsonia, un poisson pulmoné de la taille d'un requin moderne. Mais le Spinosaurus ne se limitait pas à l'eau. Sur Terre, sa démarche était maladroite, presque lourde, et pourtant il restait dangereux. Ses pattes postérieures étaient robustes et ses griffes courbes pouvaient déchirer le flanc d'un animal imprudent. Il était lent, oui, mais implacable. Il chassait par embuscade, profitant du bord de l'eau pour attaquer sans avertissement. L'image du Spinosaurus moderne, reconstruite après des décennies de découvertes fragmentaires et d'erreurs, montre un prédateur qui brise les schémas de l'évolution. Aucun autre dinosaure n'avait atteint une adaptation aussi profonde au milieu aquatique. Ses narines, situées en haut du museau, lui permettaient de respirer tout en gardant la tête presque immergée. Sa vision latérale était parfaite pour détecter les mouvements sous la surface. Tout dans son anatomie criait la même chose, chasseur amphibie. Et pourtant, son histoire est aussi une tragédie. Les fossiles originaux que Stromer avait envoyés en Allemagne furent détruits lors d'un bombardement allié pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant des décennies, le Spinosaurus fut un fantôme, une légende parmi les paléontologues. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, dans le désert marocain, que de nouveaux restes furent découverts, confirmant son existence et révélant un corps plus long que celui du Tyrannosaurus rex lui-même. Sa célèbre voile dorsale, soutenue par des épines vertébrales de près de 2 mètres, a été l'objet de débats pendant des décennies. Certains pensent qu'elle servait à réguler la température corporelle, d'autres qu'il s'agissait d'une structure d'exposition sexuelle ou d'intimidation, et d'autres encore qu'elle fonctionnait comme une nageoire stabilisatrice pour la natation. Quelle que fût sa fonction, elle remplissait un rôle indéniable, faire du Spinosaurus l'animal le plus reconnaissable et le plus redouté de son temps. Imagine la scène, l'aube se lève sur une rivière crétacée. L'eau reflète un ciel doré. Au loin, une file d'Uranosaurus traverse la berge. Tout semble calme, mais sous la surface, quelque chose bouge. Des bulles, un éclat. Et soudain, l'eau explose. Le Spinosaurus émerge, une masse vivante de muscles et d'os, avec sa voile brillant comme un drapeau cramoisi. Sa mâchoire saisit la proie et la tire vers le fond, tandis que la rivière se teinte de rouge. Puis, le silence. Mésozoïque, le premier carnivore à franchir la frontière entre les éléments. Un monstre amphibie qui prouva que la domination de la planète n'appartient pas au plus rapide ni au plus fort, mais à celui qui s'adapte le mieux. Tyrannosaurus rex.
Au sommet du pouvoir carnivore, lorsque le monde commençait déjà à s'assombrir sous les ombres de la fin du Crétacé, surgit un prédateur si redoutable que son nom résonne encore dans la mémoire de la Terre. Tyrannosaurus rex, le roi des lézards tyrans. Sa domination ne fut pas un accident évolutif, ce fut l'aboutissement de millions d'années de perfectionnement de la violence. Il vécut il y a environ 66 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, alors que le continent n'était qu'une vaste étendue de forêts tropicales humides, de marécages et de vallées traversées par d'immenses rivières. Là, sous un ciel chargé d'orages électriques, le T-Rex marchait parmi des arbres gigantesques et des créatures qui semblaient nées d'une imagination délirante, des hadrosaures aux crêtes résonnantes, des tricératops aux boucliers osseux grands comme des murs, et des oiseaux primitifs volant au-dessus de son royaume. Nul n'échappait à son regard. Avec plus de 12 mètres de long, un poids dépassant les 8 tonnes et une tête de plus d'1,5 mètre, le T-Rex était une force vivante. Chaque pas faisait vibrer la terre. Son corps était un monument à l'efficacité prédatrice. Ses pattes arrière, musculeuses et solides, pouvaient le propulser à des vitesses défiant la logique pour un animal si massif. Ses bras, petits mais puissants, servaient à agripper ou à stabiliser la proie dans l'instant final. Sa queue, longue et lourde, équilibrant tout son corps, rendait son mouvement aussi fluide que celui d'un félin gigantesque. Mais la véritable arme du T-Rex n'était pas sa taille, c'était sa morsure. Avec une force estimée à plus de 6 tonnes par centimètre carré, il pouvait broyer les os, briser les vertèbres et pulvériser les crânes. Aucun animal terrestre, avant ou après lui, n'a possédé une morsure aussi puissante. Ses dents, épaisses et irrégulières, fonctionnaient comme des couteaux dentelés conçus pour écraser et déchirer en même temps. Certains fossiles montrent qu'il pouvait arracher des os entiers d'un seul coup de mâchoire, dévorant jusqu'à la moelle. Sa vision, frontale et binoculaire, était extraordinaire. Il pouvait détecter le mouvement à des centaines de mètres, même dans la pénombre. Son odorat était si fin qu'il reconnaissait l'odeur d'un cadavre à plusieurs kilomètres. Le T-Rex était à la fois chasseur et charognard, un opportuniste qui ne gaspillait aucune source de nourriture. Il n'y avait pas de honte dans la survie. Si un animal mourait, le roi se présentait au festin. Sinon, il le faisait mourir. Dans les marécages du Crétacé, les échos de ses rugissements résonnaient entre les arbres. Son territoire était immense et chaque empreinte dans la boue, chaque os brisé, était un avertissement silencieux. Dans son monde, la peur était la loi. Les fossiles de Triceratops trouvés avec des marques de dents sur le cou révèlent comment il attaquait, directement aux artères, avec une violence froide et chirurgicale. Il ne poursuivait pas par instinct, il chassait avec calcul. Le T-Rex fut aussi un animal étonnamment résistant. Certains fossiles montrent des fractures guéries, des morsures d'autres tyrannosaures, signes de combats entre égaux. Ces affrontements devaient être terrifiants. 2 titans de chair et d'os se heurtant avec la force de locomotive, faisant trembler la terre et l'air. Les blessures, les fractures et les marques sur les os racontent l'histoire d'individus ayant survécu à des coups qui auraient tué tout autre être vivant. L'un des squelettes les plus célèbres, connu sous le nom de Sioux, découvert dans le Dakota du Sud, montre l'ampleur de sa structure, presque complet, majestueux, avec le crâne intact. Dans chaque os, il y a les cicatrices d'une vie violente, côtes brisées, vertèbres soudées, dents perdues. Et pourtant, elle survécut. Ce fut une reine ou un roi qui connut la douleur, la faim et la gloire d'une domination absolue. Le T-Rex vivait dans un monde en transition, où les échos du cataclysme commençaient déjà à se faire sentir. Les éruptions volcaniques, les changements du niveau de la mer et la chute de la biodiversité annoncèrent la fin. Mais tandis que la planète se préparait à son effondrement, il continuait à chasser, à rugir, à régner. Sa lignée représentait le point culminant du pouvoir carnivore, l'expression parfaite de l'équilibre entre force, vitesse et instinct. Sa peau, rugueuse et épaisse, devait avoir une texture intermédiaire entre les écailles et les plumes. Certaines études suggèrent que les jeunes spécimens possédaient un léger plumage qui se perdait à maturité. Les adultes n'avaient pas besoin de camouflage. Leur taille était leur avertissement. Il n'y avait aucune raison de se cacher lorsque tout ce qui t'entoure sait que tu es la mort. Imagine une scène dans la plaine Crétacée. Le ciel est gris, couvert de cendres.
Un tricératops avance lentement, son armure brillant sous le soleil de l'après-midi. Tout semble calme, mais l'air change. Les oiseaux primitifs s'envolent. Au loin, dans la brume, une silhouette se dresse. 2 yeux jaunes, un rugissement sourd, une ombre qui se déplace avec l'inévitabilité d'une tempête. En quelques secondes, le T-Rex est sur sa proie. L'impact est un tonnerre. Dents, sang, silence. La nature accomplit son cycle. Le roi n'a pas régné pendant des siècles, mais son passage a laissé une empreinte si profonde qu'aucune espèce ultérieure ne l'a effacée. Dans son dernier rugissement, dans le tremblement de ses pas, résonnait l'écho de l'extinction qui allait bientôt atteindre tous les dinosaures. Giganotosaurus carolini. Dans les terres du Sud, où le vent ne cesse jamais de souffler et où les montagnes semblent formées par le simple passage du temps, un chasseur géant a marché il y a presque 98 millions d'années. Ses pas faisaient vibrer la terre, ses rugissements traversaient les vallées et son ombre se projetait comme une tache de peur. C'était le Giganotosaurus carolini, le lézard géant du Sud, l'un des prédateurs les plus redoutables ayant jamais existé. Son histoire a commencé par une découverte fortuite. En 1993, un homme nommé Ruben Dario Carolini, passionné de paléontologie, a découvert dans la province de Neuquén, en Argentine, un ensemble d'os dépassant de la roche rougeâtre. Ce qui semblait être une curiosité est devenu une révélation. Ils appartenaient à un chasseur aussi grand, voire plus, que le Tyrannosaurus rex lui-même. Des sables du désert patagonien émergeait un nouveau roi. Le Giganotosaurus mesurait plus de 13 mètres de long et pesait environ 8 tonnes, mais son design était très différent de celui de son homologue nord-américain. Là où le T-Rex était robuste et massif, le Giganotosaurus était élancé, rapide et élégant. Son crâne, allongé et étroit, rappelait celui des requins, avec une série de dents fines et dentelées, conçues non pas pour écraser, mais pour couper. C'était un prédateur de précision, un rasoir vivant. Son environnement était une Patagonie très différente de celle d'aujourd'hui. Au lieu de steppes froides et sèches, dominaient forêts humides, larges rivières et plaines chaudes. Là vivaient les titans du Sud, les Argentinosaurus, les animaux terrestres les plus grands ayant jamais existé. Ces colosses de 30 mètres de long et pesant 70 tonnes marchaient lentement, soulevant des colonnes de poussière sur leur passage. Mais dans ces mêmes terres, le Giganotosaurus et son groupe les guettaient, attendant le moment exact pour attaquer. Oui, le groupe. Car le Giganotosaurus ne chassait pas seul. Les fossiles découverts suggèrent un comportement coopératif. Plusieurs individus se déplaçant ensemble, attaquant de manière coordonnée. Cette stratégie, inédite chez des prédateurs de cette taille, transformait chaque chasse en embuscade organisée. Une attaque frontale, une diversion, puis le coup fatal sur le côté. Chaque morsure était une entaille profonde qui affaiblissait le géant jusqu'à sa chute. La terre tremblait à chaque impact. Son nom appartient à la famille des Carcharodontosauridae, les lézards aux dents de requin, une lignée de carnivores ayant dominé l'hémisphère sud pendant des millions d'années. Tous partageaient une caractéristique, une férocité sans limite et une efficacité évolutive presque parfaite. Chez eux, la nature avait atteint un équilibre entre force, vitesse et intelligence. Le crâne du Giganotosaurus de presque 2 mètres était un chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Léger et flexible, il permettait à sa mâchoire de s'ouvrir largement sans se fracturer, tandis que de puissants muscles du cou amplifiaient le mouvement de coupe. Lorsqu'il attaquait, il ne mordait pas une seule fois, il balançait sa tête comme une hache, infligeant des blessures massives et laissant l'ennemi se vider de son sang. En quelques minutes, les colosses du Sud tombaient devant lui. Sa structure corporelle combinait puissance et élégance. Ses pattes arrière, longues et musclées, le propulsaient avec une agilité surprenante. Ses bras, bien que plus courts que ceux d'un humain, étaient bien plus utiles que ceux du T-Rex. Il pouvait tenir, déchirer et maintenir la proie en position, et sa queue, épaisse et étendue, fonctionnait comme un contrepoids parfait, lui donnant de l'équilibre même dans les virages rapides lors de la poursuite. Mais au-delà de sa force, ce qui le distinguait était son intelligence de prédateur. Son cerveau, bien que petit, possédait des lobes olfactifs développés et un système visuel avancé. Il pouvait traquer ses proies pendant des heures, se déplaçant en silence, invisible entre les troncs et la brume matinale.
Lorsqu'il attaquait, il le faisait avec une synchronisation presque stratégique. Les restes fossiles trouvés à Neuquén racontent également une histoire de hiérarchie. Tous les membres du groupe ne chassaient pas en même temps. Certains observaient, d'autres attendaient. La chasse était une danse de faim et de patience, et seul le plus fort mangeait en premier. Dans cet ordre naturel se forgeaient alliances, rivalités et défis qui maintenaient l'équilibre entre les prédateurs géants. Une après-midi de chaleur patagonienne, une rivière serpentant entre les buissons, et un troupeau d'Argentinosaurus traversant lentement vers l'eau. Le sol tremble sous leur poids. Mais quelque chose d'autre bouge dans l'ombre. Ombres allongées, queues glissantes entre les fougères, yeux reflétant la lumière dorée. Un rugissement sourd résonne, puis l'attaque. Le Giganotosaurus surgit de la forêt comme une tempête vivante. Les titans fuient, mais en vain. L'un tombe, le groupe encercle. Des dents comme des lames coupent la chair, déchirent les tendons, arrachent la vie. Le sol devient rouge, l'air lourd. Et le rugissement final du chasseur se perd dans les vents du sud. Le Giganotosaurus fut le souverain incontesté de l'hémisphère sud, un prédateur chassant les géants et défiant les limites de la biologie. Son héritage survécut dans les fossiles, les empreintes et les échos d'une époque où la nature ne connaissait pas la pitié. Carcharodontosaure saharienne. Au cœur de l'ancien Sahara, quand le sable était encore jungle et que les rivières traversaient des forêts chargées de vapeur, régnait un prédateur dont le nom évoquait le tranchant d'un couteau. Carcharodontosaurus saharicus, le lézard aux dents de requin. De son vivant, il fut l'une des créatures les plus terrifiantes du Crétacé moyen. Après sa mort, son nom devint synonyme d'élégance et de férocité. Il y a environ 100 millions d'années, le nord de l'Afrique n'était pas un désert, mais un écosystème tropical et humide, peuplé de lacs, de marécages et de géants herbivores. Là, le Carcharodontosaurus se déplaçait avec la précision d'un assassin silencieux. Sa taille était colossale, 13 mètres de long, 6 tonnes de poids, et une tête de 1,60 m, ce qui en faisait l'un des plus grands prédateurs terrestres ayant jamais existé. Pourtant, ce qui le distinguait vraiment, c'étaient ses dents. Elles étaient tranchantes, courbées et dentelées, comme les lames d'un grand requin blanc. Chaque morsure ne coupait pas seulement la chair, mais la déchirait, laissant des blessures impossibles à refermer. Avec elle, le Carcharodontosaurus n'avait pas besoin de broyer des os ni de casser des carapaces. Il suffisait de blesser pour tuer. Son style de chasse reposait sur la précision, la patience et le saignement lent. Son environnement était un royaume de colosses. Il vivait aux côtés de géants comme l'Uranosaurus, le Rebachisaurus et le redoutable Spinosaurus aegyptiacus, son rival le plus direct. Là où le Spinosaurus dominait l'eau, le Carcharodontosaurus dominait la terre. Ils partageaient le territoire et il est probable que leurs chemins se soient croisés à plus d'une reprise. Deux chasseurs suprêmes face à face, deux stratégies différentes pour un même but, dévorer. Son crâne, long et étroit, était rempli de cavités qui allégèrent son poids sans perdre de résistance. C'était une structure conçue pour supporter l'impact de chaque morsure sans se fracturer. Ses mâchoires, actionnées par des muscles d'une puissance extraordinaire, pouvaient s'ouvrir en un large arc, lui permettant d'arracher des morceaux de chair en une seule charge. Chaque attaque était une rafale de vitesse et de force, suivie du calme expectatif de celui qui sait que l'ennemi tombera bientôt. Son corps était une machine de précision. Les pattes arrière, puissantes, le soutenaient fermement, tandis que ses bras, bien que petits, étaient plus fonctionnels que ceux du T-Rex, 3 doigts armés de griffes courbes, utiles pour tenir ou déchirer. Sa queue, longue et lourde, servait de contrepoids, lui donnant un équilibre presque parfait pendant la chasse. En mouvement, il était aussi agile qu'un félin et aussi impitoyable qu'un requin. Mais au-delà de sa force physique, ce qui faisait du Carcharodontosaurus un chasseur exceptionnel était son instinct. Son cerveau, bien que petit proportionnellement à son corps, possédait des lobes olfactifs développés. Son odorat lui permettait de détecter le sang à grande distance et sa vue, frontale et aiguisée, en faisait un poursuivant infaillible. C'était un chasseur solitaire, patient, et son royaume était le silence. Le fossile le plus complet de cette espèce a été découvert au Maroc, où la roche conserve encore les traces d'un écosystème disparu il y a des millions d'années.
Parmi ces restes, les dents du Carcharodontosaurus sont les témoins les plus inquiétants. Si tranchantes, si parfaitement conçues, qu'elles semblent encore aujourd'hui prêtes à couper. Leur bord dentelé est un souvenir pétrifié de la terreur qu'il inspirait. On pense que sa technique de chasse combinait la traque avec l'attaque frontale. Il s'approchait à travers les broussailles ou la boue, mesurant la distance. Puis, un petit saut, une morsure rapide sur le côté du cou ou le ventre et un recul. Il n'avait pas besoin de tuer immédiatement. Il suffisait d'infliger assez de dégâts pour que le temps fasse le reste. Ses victimes mouraient de leurs blessures, suivies par un chasseur qui ne se pressait jamais. Dans la chaîne alimentaire du Crétacé africain, peu pouvaient le défier. Seul le Spinosaurus, plus grand et adapté à l'eau, pouvait rivaliser pour le territoire ou la nourriture. Certains fossiles montrent les dents des deux prédateurs dans les mêmes couches de sédiments, signe d'une rivalité sanglante. S'ils se sont déjà affrontés face à face, la rencontre a dû être apocalyptique. Le chasseur amphibie contre le carnivore terrestre, croc contre lame, rugissement contre rugissement. Son extinction, comme celle de tant d'autres géants, fut le résultat d'un changement qu'il n'a pas pu prévoir. Le climat est devenu plus sec, les rivières se sont retirées, les proies ont disparu et le désert a commencé à dévorer la jungle. Le roi du Crétacé africain est resté sans trône. Les derniers Carcharodontosaurus sont morts sous un soleil qui n'avait plus besoin d'eux et leurs os ont été enterrés dans ce qui serait un jour du sable. Imagine ce monde perdu. Un coucher de soleil sur une plaine de boue, l'air vibrant de chaleur. Au loin, un groupe de gigantesques herbivores se déplace lentement vers l'eau. Soudain, le vent change. À travers la brume, quelque chose bouge. Deux yeux s'ouvrent, un rugissement profond traverse l'air et le prédateur émerge. Sa peau, sombre et brillante, scintille sous la lumière du soleil. Sa bouche s'ouvre. Et à cet instant, tout le désert semble retenir son souffle. Le Carcharodontosaurus fut l'incarnation de la précision létale, un chasseur aussi beau que terrible, une métaphore de la perfection naturelle portée à son extrême. Un couteau vivant qui coupait le monde en deux, ceux qui chassaient et ceux qui mouraient. Allosaure fragile. Bien avant que le T-Rex rugisse dans les jungles du Crétacé, le monde avait déjà connu son prédécesseur. Un chasseur qui a dominé la Terre pendant des millions d'années, le premier véritable seigneur des prédateurs. Son nom était Allosaurus fragilis, le lézard fragile différent. Le titre était modeste pour celui qui fut, en réalité, l'empereur du Jurassique. Il y a 155 millions d'années, l'Amérique du Nord était une étendue de marais, de savanes et de forêts où les géants marchaient libres. Les cieux étaient traversés par des ptérosaures, les rivières bouillonnèrent de vie, et sur la terre avançaient des troupeaux de sauropodes comme le Diplodocus et l'Apatosaurus, accompagnés d'herbivores blindés comme le Stegosaurus. Mais dans les ombres de ces forêts humides rôdait l'Allosaurus, un chasseur qui n'avait pas besoin de se cacher pour inspirer la peur. Mesurant 9 mètres de long et pesant plus d'1,5 tonnes, il était un prédateur de taille moyenne comparé aux monstres qui viendraient après. Mais son anatomie a défini le modèle du carnivore parfait. Son crâne, allongé et robuste, possédait des ouvertures qui en allégeaient le poids et permettaient un mouvement rapide et agile de la tête. Ses dents, courbées vers l'arrière et à bords tranchants, étaient faites pour couper la chair à chaque mouvement, pas pour broyer. Chaque morsure laissait une blessure qui saignait sans cesse, affaiblissant lentement la proie. Mais l'arme ultime de l'Allosaurus n'était pas dans sa bouche, mais dans son cou. Il possédait une articulation unique entre les vertèbres qui lui permettait de bouger la tête comme un coup de hache. Lorsqu'il attaquait, il abaissait son crâne avec toute la force de son corps, frappant et déchirant avec une violence que peu de créatures pouvaient supporter. Son style de chasse était si particulier que les scientifiques modernes l'appellent la méthode du coup de hache. Ses bras étaient longs, musclés et terminés par 3 griffes incurvées de plus de 20 cm, idéales pour saisir ou déchirer. Ses membres le rendaient plus versatile que les géants qui lui succéderaient, capable de mouvements rapides et coordonnés. Son corps était mince et fort, son équilibre parfait grâce à une queue rigide qui lui donnait de la stabilité même en sautant. C'était un chasseur de précision, un danseur parmi les colosses. L'Allosaurus fut, sans aucun doute, le roi du Jurassique tardif.
Dans les champs ouverts de ce qui est aujourd'hui l'Utah, le Colorado et le Wyoming, les fossiles trouvés dans la formation Morrison montrent qu'il était le prédateur dominant. Là, ses restes apparaissent aux côtés de ceux de ses proies, souvent avec des dents d'Allosaurus incrustées dans les os de sauropodes. C'était la preuve d'un cycle éternel, le chasseur, la proie, le sang et la pierre. Pourtant, son règne n'était pas solitaire. Les fossiles suggèrent que l'Allosaurus pouvait chasser en groupe, un concept révolutionnaire pour son époque. Il ne s'agissait pas de meutes organisées comme celles des loups, mais d'associations temporaires, des réunions d'individus attirés par une même proie. Lors d'une embuscade de plusieurs Allosaurus, la coordination était minimale mais suffisante pour abattre un animal de dizaines de tonnes. Un géant tombait et la terre tremblait sous le rugissement des vainqueurs. La violence ne se limitait pas à la chasse. Certains squelettes montrent des signes de combat entre individus. Fractures guéries, marques de dents sur les os, voire des preuves de cannibalisme. L'Allosaurus ne connaissait pas de trêve, ni avec les siens, ni avec les autres. La faim commandait, et dans un monde où la vie dépendait de la mort, le chasseur pouvait lui aussi être dévoré. Son cerveau, bien que petit, lui donnait une coordination remarquable et un sens de l'équilibre exceptionnel. Sa vision frontale et son ouïe fine faisaient de lui un poursuivant redoutable. Tout dans son corps était conçu pour une seule tâche, maintenir la domination sur un monde de géants. L'air encore humide, la brume s'élevant entre les fougères géantes. Un groupe de stégosaurus pâture près d'un ruisseau. Aucun bruit sauf le bourdonnement des insectes et le murmure de l'eau. Soudain, un craquement. Quelque chose bouge. Un œil ambré brille parmi les feuilles, puis un autre, et un autre. 3 ombres émergent de la forêt. Les Allosaurus avancent lentement, synchronisés, comme si le temps lui-même leur appartenait. L'un se jette sur le flanc, l'autre attaque le cou. Le coup du troisième est un coup sec. L'air se remplit de rugissements et de poussière. Lorsque le soleil parvient à traverser la brume, il ne reste plus que les vainqueurs dévorant la chair tiède. Son nom, Fragili, signifie fragile, mais pas par faiblesse, mais par la légèreté de ses os, un design qui lui donnait vitesse et pouvoir de réaction. C'est cette fragilité qui en a fait l'un des carnivores les plus efficaces de son temps. Alors que les titans herbivores dépendaient de la taille et de l'armure, l'Allosaurus dépendait de la stratégie et de la mobilité. C'était l'intelligence du muscle, l'élégance de l'instinct. Sa lignée serait le modèle des grands carnivores du futur. La forme de son crâne, l'articulation de son cou, la posture bipède équilibrée, tout ce qui ferait des prédateurs du Crétacé des machines de chasse parfaites est né avec lui. Il fut le prototype, le brouillon définitif du chasseur idéal. Utahraptor ostromesorum. Avant que la renommée du Vélociraptor ne domine le cinéma et l'imagination, il y avait un autre chasseur qui surpassait tous ses descendants en taille, force et brutalité. C'était le véritable raptor géant, le tueur qui avait transformé la chasse coordonnée en un art. Son nom, Utahraptor ostromaeosaurus. Il a vécu il y a environ 125 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'État de l'Utah, lorsque l'Amérique du Nord était encore couverte de forêts humides, de dunes côtières et de lacs temporaires. C'était une période de transition, de petites créatures évoluant vers les oiseaux et de prédateurs colossaux disparaissant lentement. Au milieu de cet équilibre précaire, l'Utahraptor régnait comme une tempête de plumes et d'acier. Il mesurait plus de 6 mètres de long, pesait environ 500 kilos et se déplaçait avec la précision d'un félin. Son corps était léger, mais puissant. Chaque fibre musculaire semblait sculptée pour le mouvement. Contrairement aux géants du Jurassique, sa force ne résidait pas dans la masse ni dans la morsure, mais dans la vitesse, l'intelligence et la coordination. C'était la naissance d'une nouvelle ère, celle des prédateurs tactiques. Son crâne, étroit et affilé, rappelait celui d'un oiseau de proie. Ses yeux, grands et frontaux, lui offraient une vision binoculaire parfaite. Son cerveau, comparé à celui des autres dinosaures carnivores, était énorme. Il avait des réflexes rapides, une perception de la profondeur et surtout la capacité d'agir en groupe. Ce n'était pas une bête solitaire, il chassait en meute. Les preuves fossiles trouvées dans l'Utah montrent la possibilité que plusieurs individus agissent ensemble, coordonnant leurs attaques. Cette coopération les rendait invincibles. Si un seul Utahraptor était létal, une meute était l'équivalent biologique d'une embuscade parfaite.
Ils n'avaient pas besoin d'une taille énorme ni de dents en forme de lame. Ils avaient une stratégie. Leur arme principale était leur griffe courbée rétractile, de plus de 20 cm de long, située sur le deuxième doigt de chaque pied. Une lame naturelle qu'il gardait repliée en courant pour protéger son tranchant et qu'il déployait juste au moment de l'attaque. Lorsqu'il bondissait sur sa proie, cette griffe devenait une faux mortelle. D'un seul mouvement, il pouvait déchirer des muscles, trancher des artères et ouvrir l'abdomen d'un animal de plusieurs tonnes. Sa peau n'était pas écailleuse. Elle était recouverte de plumes primitives, courtes et épaisses, qui lui servaient à conserver la chaleur et à communiquer entre les membres de la meute. Chaque secousse des plumes, chaque posture corporelle était un signal. Avancer, contourner, attaquer. Dans ce langage corporel est née la première forme de coordination de chasse complexe que la planète ait connue. Son corps était agile, aérodynamique. Les pattes arrière, longues et musclées, le propulsaient à une vitesse surprenante. Il pouvait atteindre une proie avant qu'elle ne se retourne pour se défendre. Sa queue rigide fonctionnait comme un gouvernail stabilisateur, lui permettant de changer de direction avec une précision impossible pour les autres prédateurs. Pendant qu'il courait, l'air se courbait autour de lui. Dans son environnement, l'Utahaptor chassait des herbivores moyens comme l'Iguanodon et le Thénontosaurus, mais n'hésitait pas à affronter des proies plus grandes si le groupe était nombreux. Les attaques étaient rapides, coordonnées et féroces. L'un distrayait, un autre se lançait sur le côté et un troisième se précipitait sur le dos. Les griffes s'enfonçaient, les victimes tombaient. En quelques secondes, la chasse était terminée. Le Utahraptor fut le premier prédateur à combiner force physique, intelligence collective et planification. Il n'attaquait pas par impulsion, il attaquait avec calcul. Chaque mouvement était une stratégie évolutive. Là où l'Allosaurus dépendait de l'impact et de la taille, l'Utahaptor dépendait de la pensée instinctive. Son esprit était sa plus grande arme. Les paléontologues qui ont étudié ses restes dans la formation Cedar Mountain décrivent des squelettes de plusieurs individus, jeunes et adultes, ensemble. Certains pensent qu'ils sont morts piégés dans des sables mouvants en poursuivant une proie. Ce piège naturel a conservé leur dernière scène, une meute unie dans la chasse, dans la mort et, des millions d'années plus tard, dans la mémoire fossile de la planète. Imaginez la forêt crétacée au lever du soleil. L'air est humide, les feuilles dégoulinent de rosée. Au loin, un groupe d'iguanodontes pâture près de l'eau. Rien ne rompt le silence. Mais quelque chose bouge entre les troncs. Yeux jaunes, plumes qui vibrent. 1, 2, 3 Utahraptors avancent. L'air s'épaissit, les animaux pressentent le danger. Le premier raptor attaque sur le flanc, un autre saute depuis l'avant. Le troisième enfonce sa griffe dans l'abdomen de la proie, déchirant tout sur son passage. Les rugissements se mêlent aux cris. En quelques secondes, tout est terminé. La jungle redevient silencieuse, mais le sol est couvert de traces et de sang. L'Utahaptor était un chef-d'œuvre de l'évolution, la synthèse entre l'instinct reptilien et la coordination intelligente. Son héritage serait durable. De sa lignée surgiraient des chasseurs plus petits, encore plus rapides, plus raffinés, avec un esprit aussi acéré que leurs griffes. Il perfectionnerait ce qu'il avait commencé, la chasse stratégique. Dinosaures prédateurs du Crétacé. Dans les marais et forêts du Crétacé inférieur, lorsque la Terre commençait à se transformer en un monde de jungles et de chaleur, apparut un chasseur qui allait changer à jamais la manière dont la vie poursuivait la vie. Son nom signifiait « griffe terrible qui équilibre le corps », Deinonychus antiropus. Il fut le premier dinosaure à chasser avec intelligence, vitesse et précision chirurgicale. Le premier assassin qui pensait. Il vécut il y a environ 115 millions d'années dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Montana, l'Oklahoma et le Wyoming. À première vue, il n'impressionnait pas par sa taille, à peine 3 mètres de long et un poids d'environ 80 kg. Mais sa véritable puissance ne se mesurait pas en tonnes, mais en stratégie. Il était le fruit de millions d'années d'évolution vers un nouveau type de prédateur, celui qui utilisait l'esprit autant que les griffes. Le Deinonychus était léger, flexible, et son corps était couvert de plumes fines qui le protégeaient du climat variable du Crétacé. Son squelette était une œuvre de précision. De longues pattes pour courir, une queue rigide qui servait de parfait contrepoids et des bras terminés par 3 griffes acérées.
Mais son symbole le plus iconique, sa signature mortelle, se trouvait dans les pieds. Chacun portait une griffe incurvée rétractable au deuxième doigt, une lame vivante de plus de 13 cm. Lorsqu'il courait, il la maintenait relevée pour conserver son tranchant. Lorsqu'il attaquait, il la déployait comme une faucille. C'était son arme létale. Il ne mordait pas pour tuer, comme les tyrannosaures. Il sautait, s'agrippait à la victime et la coupait aux points exacts, le cou, la trachée, les artères. Sa technique était si précise que ses proies mouraient en quelques secondes, sans le temps de réagir. Sa vision était binoculaire, son ouïe fine, son odorat développé. Mais son esprit était différent. Son cerveau, grand par rapport à son corps, contrôlait des réflexes plus rapides et des comportements plus complexes que tout autre prédateur de son époque. Il chassait en groupe, ou du moins en association tactique. Il n'avait pas besoin de taille pour s'imposer. Il possédait l'intelligence collective. Les fossiles trouvés à côté de grands herbivores comme le Tenontosaurus révèlent des traces de son comportement. Plusieurs empreintes, plusieurs individus, et le corps d'une proie bien plus grande que chacun d'eux séparément. Ces scènes figées dans la pierre racontent une histoire de coopération. Plusieurs Deinonychus travaillant ensemble pour abattre un ennemi colossal. Certains paléontologues appellent cela chasse coordonnée, d'autres simplement opportunisme organisé. Mais dans les deux cas, ce fut la première fois que l'évolution mêlait instinct et stratégie en un seul mouvement. L'attaque était méthodique. D'abord, l'observation. Il restait caché parmi les arbres, analysant la victime. Ensuite, l'un se déplaçait lentement sur un côté, distrayant. Un autre avançait par derrière. En un instant, les trois bondissaient. Un tour de griffe, un saut précis, une morsure au cou. La victime s'effondrait tandis que les prédateurs maintenaient l'équilibre avec leur queue rigide. C'était une danse parfaite entre muscles et esprit. Son style de chasse et son design anatomique inspireraient des décennies plus tard une révolution scientifique. Dans les années 60, le paléontologue John Ostrom trouva ces restes et changea à jamais l'image que le monde avait des dinosaures. Jusqu'alors, on les imaginait comme des reptiles maladroits et lents. Le Deinonychus démontra le contraire. Ils étaient agiles, intelligents et à sang chaud. Ce fut le début de ce que nous appelons aujourd'hui la révolution du dinosaure actif. Le Deinonychus était également la preuve vivante du lien entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Sa structure osseuse, la forme du fémur, les sacs aériens dans son squelette, tout indiquait que le vol n'était pas un saut soudain dans l'évolution, mais une longue histoire qui avait commencé avec des chasseurs comme lui. Si l'on regarde un faucon fondre sur sa proie, on peut encore voir dans ce mouvement l'ombre du Deinonychus. Dans son monde, les jours étaient longs et humides, et le danger était à chaque coin. Les jungles du Crétacé étaient un labyrinthe d'ombres, où des créatures blindées comme les Nodosaurus se déplaçaient lentement et sûrement, et de grands herbivores formaient des troupeaux défensifs, mais aucun n'était à l'abri des ombres qui se glissaient entre les troncs. La vitesse du Deinonychus était son avantage. Son saut pouvait couvrir plus de 3 mètres. Sa griffe s'enfonçait avec la force d'une lame et son équilibre était si parfait qu'il pouvait attaquer sous n'importe quel angle sans tomber. Ces affrontements ne se terminaient pas toujours bien. Certains squelettes montrent des marques de morsures entre individus de la même espèce, signe de rivalité, de hiérarchie et de compétition. Dans sa meute, le pouvoir se gagnait dans le sang, mais même dans la mort, les siens restaient proches. Certains restes ont été trouvés côte à côte, comme s'ils étaient morts ensemble lors d'une chasse ratée. Imaginez un coucher de soleil sur les plaines du Crétacé. L'air est épais, chargé d'insectes et de chaleur. Un jeune Tenontosaurus se sépare du groupe. Il n'y a aucun bruit, sauf le bourdonnement du vent. Puis, un craquement. 2 yeux dorés brillent dans l'ombre. Ensuite, le saut. Un corps emplumé traverse l'air. La griffe s'enfonce. Le cri de l'herbivore déchire la forêt. Un autre Deinonychus apparaît, puis un troisième. Tout se termine en quelques secondes. Les chasseurs mangent vite avant que les charognards n'arrivent. Dans la nature, la vitesse n'était pas un don, c'était une sentence. Le Deinonychus fut la première étincelle de l'intelligence moderne, un animal qui ne se contentait pas de chasser, mais comprenait comment chasser. Velociraptor mongoliensis.
Au cœur du désert de Gobi, où le soleil brûle le sable et où le vent sculpte des formes dans la roche ancienne, vivait un chasseur petit, rapide et impitoyable. Son nom était Velociraptor mongoliensis, le voleur rapide de Mongolie. Bien qu'il ne soit pas plus grand qu'une grosse dinde, sa communication était brève, sèche et efficace. Sifflements, claquements, mouvements de plumes. Lorsqu'il chassait seul, il se glissait silencieusement entre les rochers. En groupe, il coordonnait ses attaques par des signaux visuels précis. Certains scientifiques pensent qu'il pouvait chasser en petites équipes, une hypothèse soutenue par des fossiles trouvés près des mêmes proies. Son corps était couvert de plumes denses et fines qui le protégeaient du froid des nuits du Gobi et de la chaleur écrasante du jour. Elles servaient à réguler la température, à attirer un partenaire et peut-être à communiquer un rang social. Quand il fixait une proie du regard, il ne la perdait pas jusqu'à elle à voir entre ses griffes. Son cerveau relativement grand lui offrait des réflexes rapides, une coordination précise et la capacité de prendre des décisions instantanées en pleine poursuite. C'était l'esprit D, un prédateur moderne enfermé dans le corps D, un tueur préhistorique. Son habitat, le Gobi du Crétacé, était une mer de dunes où cohabitaient dinosaures, gigantesques herbivores et jeunes vulnérables. Le manque de nourriture le poussait parfois à affronter ses semblables ou à se nourrir de charognes. C était un survivant né, capable de s'adapter à la faim, à elle ombre et à elle éclat aveuglant du coucher de soleil qui troublait ses proies. Puis il attaquait par rafale, bondissant sur sa victime, les pattes tendues, utilisant sa griffe en forme de faucille pour couper et son poids pour la renverser. Sa queue rigide et allongée fonctionnait comme un gouvernail, le stabilisant pendant qu'il se déplaçait avec une agilité étonnante pour un animal terrestre. Le fossile le plus célèbre de cette espèce montre, elle, une des scènes les plus impressionnantes jamais préservées dans la pierre, le duel éternel. On y voit un vélociraptor et un protocératops fossilisés en plein combat. Elle, herbivore, avait serré le bras du chasseur avec son bec incurvé. La griffe du raptor avait transpercé la gorge de son adversaire. Ils sont morts ainsi, prisonniers du temps, un instant de violence éternelle, figé dans le sable. Cette image résume ce qu'était vraiment le vélociraptor. Intelligence, férocité et précision réunies en une seule créature. Son nom, rendu célèbre par la culture moderne, a été déformé. Le grand raptor monstrueux des films, aux proportions presque humaines, est inspiré davantage par son cousin américain Deinonychus que par lui. Mais le véritable vélociraptor était bien plus terrifiant pour une raison simple. Il était réel. Ce N n'était pas un monstre de 3 mètres. C était un tueur silencieux de la taille D, un chien, avec le cerveau D, un loup, et l'élégance D, un faucon. Il ne rugissait pas. Il ne chassait pas pour le spectacle. Il tuait parce que C était nécessaire. Juste avant l'aube dans le Gobi, la lune éclaire les dunes. L'air est froid et sec. Le vent siffle entre les fissures des rochers. Une ombre glisse sur le sable. Basse, silencieuse. Un vélociraptor. Ses yeux reflètent la lueur argentée. Il observe un jeune protocératops séparé du troupeau. Aucun son. Seulement un bond, un impact, un éclair de mouvement. Le vélociraptor était l'aboutissement de la lignée des Dromaeosauridés, l'ultime perfectionnement D, une évolution fondée sur la vitesse, l'équilibre et l'intelligence. Il représentait le dernier lien entre les anciens chasseurs reptiliens et les oiseaux modernes. Son esprit anticipait le vol, son corps appartenait encore à la terre. Mayungasaurus crenatissimus. Sur une île perdue dans l'océan Indien, où les forêts tropicales se mêlaient à des déserts de roches et à des marais brûlants, régnait l'un des prédateurs les plus étranges, féroces et perturbants de la préhistoire. Son nom était Majungasaurus crenatissimus, le carnivore de Madagascar, un chasseur qui ne traquait pas seulement d'autres animaux, mais trouvait aussi sa nourriture dans sa propre espèce. Il y a environ 70 millions d'années, Madagascar était isolé du reste du monde. Cette séparation créa un écosystème unique, un laboratoire naturel où l'évolution suivait son propre chemin. Sur cette terre sans rivaux, le Majungasaurus devint le seigneur absolu.
Avec 7 mètres de long et presque une tonne de poids, c'était un carnivore compact et musclé, parfaitement adapté à un environnement où la taille n'était pas tout. Sa tête était un bloc d'os. Large, courte et profondément renforcée, elle portait un museau puissant armé de dents épaisses et dentelées. Contrairement aux grands chasseurs du continent, il ne dépendait ni de la vitesse ni des embuscades. Il comptait sur la force pure. Sa morsure était un coup brutal, une attaque qui écrasait les os et déchirait la chair en un seul geste. Chaque mouvement de sa mâchoire pouvait briser le crâne d'une proie. Au-dessus de son museau, une petite protubérance osseuse dépassait comme une corne émoussée. Elle n'était pas décorative, elle servait de point d'impact. Les études suggèrent que les Majungasaurus se battaient entre eux en se frappant la tête l'un contre l'autre, comme des carnivores fous pour dominer. Son visage, couvert de cicatrices et de fractures guéries, racontait une vie de conflit. C'était un chasseur solitaire. Dans les forêts sèches de Madagascar, il se déplaçait dans les broussailles avec le calme de celui qui ne craint rien. Son odorat était aigu, sa vue perçante et son ouïe capable de percevoir les pas les plus lointains. Mais sa réputation ne venait pas seulement de sa férocité, mais de quelque chose de bien plus sombre, le cannibalisme. Les fossiles retrouvés montrent des marques de dents sur les os d'autres Majungasaurus correspondant aux siennes. Morsures profondes, répétées, sans trace d'autres prédateurs. Ce n'étaient pas des combats, c'étaient des festins. Le Majungasaurus dévorait les siens, peut-être par faim, peut-être par instinct. L'île était petite, les ressources rares, et la survie n'avait pas de règles. Dans son royaume, la ligne entre chasseurs et proie disparaissait. Sa technique de chasse était brutale, directe. Il embusquait des herbivores comme le Majungatolus ou le Rapetosaurus, un titanosaure de taille moyenne, et les attaquait avec une morsure qui déchirait chair et os. Puis, il tournait le cou avec force, arrachant de gros morceaux. Si la proie fuyait, il la suivait lentement, comme s'il savait que la peur et la perte de sang termineraient son travail. Son corps, lourd mais agile, était conçu pour l'endurance. Il parcourait de grandes distances à la recherche de nourriture et pouvait survivre avec peu pendant des semaines. Son métabolisme, probablement plus proche de celui des oiseaux que des reptiles, lui permettait de maintenir sa température corporelle stable, ce qui en faisait un chasseur infatigable. La peau du Majungasaurus était épaisse, recouverte de petites écailles rondes, parfaite pour résister aux coups d'autres prédateurs ou aux morsures de ses propres victimes. Chaque cicatrice était une histoire, chaque fracture, une victoire. Imaginez la scène, un crépuscule suffocant à Madagascar, l'air vibre d'insectes et de poussière. Un Majungasaurus s'approche d'un cadavre à moitié enterré dans la boue. Sa propre odeur imprègne encore les os. Il l'observe un instant, ouvre la mâchoire et arrache un morceau. Il n'y a pas de différence entre ennemis ou frères, entre morts ou vivants. Il a juste faim. À ce moment, la vie et la mort sont la même chose. Son crâne, épais et lourd, possédait des cavités qui amplifiaient le son de ses rugissements. Les échos de sa voix devaient parcourir des kilomètres, un avertissement pour tout être se mouvant à proximité. C'était le son de la domination absolue, le rappel que l'île appartenait à un seul roi. Mais même les rois tombent. Lorsque les mers commencèrent à changer et que le climat devint imprévisible, Madagascar devint un piège. Les proies diminuèrent, les pluies cessèrent, et les Majungasaurus furent forcés de se battre entre eux pour les derniers restes de chair. Cette guerre silencieuse se termina comme elle avait commencé, avec un seul survivant dévorant les siens jusqu'à ce que l'extinction l'emporte également. Le Majungasaurus fut l'image la plus pure de l'instinct. Il ne chassait pas pour le plaisir ni pour le territoire, il chassait parce qu'il existait. Il fut l'aboutissement de l'isolement, le symbole du prix que l'évolution exige, lorsqu'un prédateur n'a pas de rivaux. Dans son regard vide, dans sa mâchoire déformée par des années de combat, se lit l'histoire d'un monde qui s'est dévoré lui-même. Mapusaurus roseae. Dans les terres infinies de l'ancienne Patagonie, où le vent souffle depuis des millions d'années et où l'horizon semble sans fin, un prédateur marchait parmi les géants. Son nom était Mapusaurus roseae, le lézard de la terre, une bête monumentale qui régnait sur les colosses du Crétacé avec une combinaison de force, de ruse et de quelque chose d'inimaginable jusqu'alors chez les prédateurs de sa taille. La coopération.
Il y a 97 millions d'années, la Patagonie n'était ni aride ni froide. C'était un paysage luxuriant, un mosaïque de forêts humides, de rivières impétueuses et de plaines couvertes de fougères. Dans ces vallées se déplaçaient les plus grands titans que la Terre ait connus, les titanosaures, des animaux atteignant 30 mètres de longueur et pesant jusqu'à 70 tonnes. Mais même ces dieux de chair avaient des ennemis. Dans l'ombre des forêts, avec des pas calculés et une respiration lourde, les Mapusaurus les guettaient. La découverte de cette espèce fut aussi épique que son existence. Dans les années 2000, les paléontologues argentins Rodolfo Coria et Phil Currie ont trouvé à Neuquén un cimetière de prédateurs, des os entremêlés de plusieurs individus, jeunes et adultes, tous appartenant à la même espèce. C'était une scène figée dans le temps, une photographie d'un groupe de chasseurs morts ensemble. Cela a changé à jamais la manière de comprendre la chasse dans le monde des dinosaures. Le Mapusaurus mesurait plus de 13 mètres de long et pesait environ 6 tonnes. Son crâne, long et étroit, était rempli de dents tranchantes et dentelées comme des couteaux conçus pour couper la chair avec précision. Mais sa vraie force ne résidait pas dans une seule morsure, elle résidait dans le groupe. Il faisait partie des Carcharodontosauridae, une famille de prédateurs aux dents de requin qui dominait l'hémisphère sud. Cependant, le Mapusaurus perfectionna quelque chose qu'aucun de ses parents n'avait réussi, la chasse en meute organisée. Imaginez cette scène, c'est entrer dans un balai de destruction. 8, peut-être 10 Mapusaurus se déplaçant comme un seul corps, l'air chargé de l'odeur du sang, le sol tremblant à chaque pas. Un groupe de titanosaures boit dans une rivière. L'eau reflète les ombres qui s'approchent. Alors, l'attaque. Les chasseurs s'ouvrent en éventail, coordonnés. Un rugissement fend l'air. 2 se jettent en avant, distrayants. Les autres contournent. De grandes griffes déchirent les tendons des pattes arrière. La proie tombe. Il n'y a pas de chaos, il y a précision. Le festin commence avant que la poussière ne retombe. Le Mapusaurus ne chassait pas par impulsion. Il était patient, observateur. Son intelligence sociale, reflétée dans la coopération du groupe, en fait l'une des créatures les plus avancées du Crétacé. Les paléontologues suggèrent qu'il maintenait des hiérarchies au sein de la meute, où les individus les plus grands dirigèrent l'attaque et mangeaient en premier, tandis que les plus jeunes apprenaient en observant. C'était une structure presque tribale, l'embryon de la stratégie prédatrice qui, des millions d'années plus tard, dominerait le monde des mammifères. Ses sens étaient aiguisés, son odorat lui permettait de détecter des proies blessées à des kilomètres, et sa vision, frontale et large, en faisait un chasseur de longue portée. Contrairement au T-Rex dont la morsure écrasait, le Mapusaurus coupait. Sa mâchoire fonctionnait comme une scie, ouvrant d'énormes blessures qui affaiblissaient sa victime en quelques minutes. Il ne tuait pas immédiatement, il laissait la proie se vider de son sang tout en la suivant à distance. C'était la patience du chasseur poussée à l'extrême. Son corps était conçu pour l'endurance. Ses pattes longues et musclées lui permettaient de parcourir de grandes distances sans s'arrêter. Sa peau, épaisse et écailleuse, le protégeait des charges de ses proies. Sur son dos, cicatrices et fractures guéries témoignaient d'une vie de combat. Chaque marque était une histoire, une bataille gagnée ou survécue. Le site où ces restes ont été découverts est connu sous le nom de Vallée des Géants, un nom qui résume parfaitement l'échelle de la vie qui y existait. Parmi les os de Mapusaurus, on a trouvé des fragments de titanosaures, preuve de chasse réussie ou de festin partagé. Certains os montrent des marques de dents du Mapusaurus lui-même, peut-être résultat de compétition entre membres du groupe ou de cannibalisme occasionnel. Dans la nature, même entre chasseurs, la faim ne connaît pas d'alliance. Imaginez une nuit en Patagonie crétacée. La lune se reflète dans les eaux d'une rivière lente. Un groupe de Mapusaurus se repose après la chasse. Les corps des titans gisent sur la rive et les chasseurs, couverts de boue et de sang, se déplacent lentement parmi les restes. Il n'y a pas de rugissement, seulement de profondes respirations. L'air est dense, presque humain dans son silence. Au loin, l'écho du vent entre les montagnes répète leur nom. Ce sont les rois du Sud, les loups du Mésozoïque. Lorsque le climat changea et que les forêts se transformèrent en désert, le Mapusaurus disparut. Son règne se dissipa comme la brume sur les plaines, mais son héritage resta dans les os que la terre garda sous sa peau de pierre.
Il fut le premier géant à comprendre la valeur de l'union, la force de la stratégie, le pouvoir du groupe sur l'individu. Mononicus olecranus. Dans les sables brûlants du désert de Gobi, où le vent emporte le temps et où les dunes cachent les secrets du passé, il existait un chasseur minuscule mais extraordinaire. Il ne rugissait pas, ne courait pas après ses proies, ne montrait pas de force brute. Son pouvoir était autre, la précision. Son nom était Mononicus olecranus, le dinosaure à une seule griffe. Il y a 70 millions d'années, le Gobi était une mer de dunes entrecoupée d'oasis et de rivières saisonnières. Les tempêtes de sable pouvaient ensevelir une forêt en une seule nuit, et les jours brûlaient sous un soleil implacable. Dans ce paysage hostile, où la vie devait s'adapter ou mourir, le Mononicus prospérait. Il mesurait à peine 1 mètre de long, pesait environ 3 kilos, et pourtant son anatomie représentait l'une des adaptations les plus fascinantes du Crétacé supérieur. À première vue, il ressemblait à un petit oiseau terrestre. Son corps était léger, couvert de plumes courtes et denses qui le protégeaient de la chaleur et du froid. Son crâne était fin, avec un museau pointu et de petites dents, ou peut-être aucune, parfaite pour un régime que les scientifiques débattent encore. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était ses bras, courts, musclés et terminés par une seule griffe énorme, incurvée et puissante. Cette griffe était son outil, son arme, son identité. Pendant des décennies, les paléontologues ont discuté de sa fonction. Certains pensaient que le Mononicus l'utilisait pour déchirer la viande, d'autres croyaient qu'elle servait à creuser. Aujourd'hui, la théorie la plus acceptée est qu'il utilisait sa griffe pour ouvrir les nids d'insectes ou de termites, arrachant la terre durcie avec des coups précis. C'était un spécialiste, une machine conçue pour un but exact. Son squelette révèle une poitrine large et une musculature pectorale immense, similaire à celle des oiseaux modernes qui creusent ou perforent. Le Mononicus n'avait pas besoin de crocs ni de griffes multiples. Une seule, affûtée comme une dague, lui suffisait. Sa vie se déroulait dans le silence. Il chassait la nuit lorsque l'air était plus frais et que les créatures du désert sortaient. Il marchait silencieusement entre les dunes, s'orientant avec son ouïe et son odorat, détectant le son subtil des insectes sous le sol. Lorsqu'il trouvait une colonie, il frappait la terre avec ses bras puissants, ouvrant la surface comme s'il coupait de la soie. Puis, avec sa langue fine et collante, il attrapait ses proies. Ce n'était pas un spectacle de violence, mais une chorégraphie d'efficacité. Sa queue, longue et rigide, lui donnait l'équilibre lorsqu'il se déplaçait rapidement. Ses pattes, fines mais résistantes, étaient faites pour courir et manœuvrer sur le sable meuble. Il n'avait pas besoin de force pour survivre. Il suffisait d'être rapide, précis et adaptable. Sa petite taille était un avantage. Alors que les grands chasseurs s'éteignaient faute de nourriture, le Mononicus prospérait dans les recoins du désert, mangeant ce que les autres ignoraient. Dans son corps se mêlèrent passé et futur. Son squelette avait des caractéristiques de dinosaures théropodes, mais aussi des traits d'oiseaux, un sternum fusionné, des bras transformés en outils spécialisés et des os légers. C'était, en un sens, une porte évolutive, un pas de plus vers le vol, bien qu'il n'ait jamais pris son envol. Sa lignée prouvait que la nature n'avance pas en ligne droite, mais expérimente, adapte et transforme. Une nuit sans lune sur le Gobi, le vent souffle doucement, le sable glisse comme de l'eau. Dans l'ombre, un petit corps se déplace furtivement. Ses yeux reflètent la lumière des étoiles. Il s'arrête, incline la tête, écoute. Sous ses pieds, un léger bourdonnement. Le Mononicus lève son bras et frappe. 1, 2, 3 fois. La terre s'ouvre. Des milliers de termites émergent, confus. En quelques secondes, sa langue capture des dizaines. Il mange rapidement. Le bruit d'une tempête approche. Sans se retourner, le petit chasseur court vers une dune et disparaît dans l'obscurité. Lorsque le vent souffle à l'aube, ses empreintes ont déjà disparu. Le Mononicus était l'exemple parfait de la survie silencieuse. Dans un monde dominé par des monstres, il prospérait grâce à sa spécialisation. Tandis que d'autres chasseurs luttaient pour la viande, lui trouvaient la vie sous la terre. Il n'était ni roi ni guerrier, mais sa lignée serait plus durable que celle des grands prédateurs. Son nom, une seule griffe, semblait un détail, mais c'était une déclaration de but. Chaque fibre de son corps était subordonnée à cet instrument.
Il incarnait le minimalisme biologique, moins de force, plus de fonction. Il n'avait pas besoin d'être grand pour être mortel, ni féroce pour être efficace. Son succès résidait dans son silence. Avec le temps, les déserts du Gobi deviendraient encore plus hostiles et les espèces spécialisées disparaîtraient une à une. Mais le Mononicus a laissé sa trace dans le design des oiseaux terrestres modernes, dans chaque créature qui creuse, gratte ou cherche sa nourriture sous terre. Il fut une note discrète dans la symphonie du Crétacé, mais une note essentielle. Carnotaurus sastrae. Dans les plaines brûlantes du Crétacé sud-américain, lorsque les cieux brûlaient de tempêtes électriques et que la terre rugissait sous le pas des titans, apparut un prédateur qui semblait avoir été conçu par la violence elle-même. Un corps d'athlète, la tête d'un démon et une vitesse capable d'effacer la distance entre la proie et la mort en quelques secondes. Son nom était Carnotaurus sastrae, le taureau carnivore. Il a vécu il y a 70 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine, lorsque la Patagonie était une plaine subtropicale parsemée de forêts basses et de rivières saisonnières. Son apparence défiait toute logique. Il mesurait 8 mètres de long, pesait environ 1,5 tonnes, mais sa structure était différente de celle de tout autre prédateur. Son cou était court et puissant, sa poitrine étroite, ses pattes arrière longues et musclées, construites pour la vitesse. Et au-dessus de sa tête, 2 cornes osseuses pointèrent vers l'avant, comme si la nature avait voulu lui donner un visage infernal. Il a été découvert en 1984 par le paléontologue argentin José Bonaparte, l'un des grands pionniers de la paléontologie moderne en Amérique du Sud. Le squelette a été trouvé presque complet, une découverte si parfaite qu'elle semblait attendre d'être trouvée. Ce qui émergeait de la roche était quelque chose de complètement nouveau. Un prédateur spécialisé, léger, avec l'anatomie d'un coureur et le visage d'un bourreau. Le Carnotaurus était une contradiction vivante. Il avait un corps préparé pour l'agilité et des bras si petits qu'il frôlait l'inutilité, encore plus courts que ceux du T-Rex. Mais il n'en avait pas besoin. Sa puissance était concentrée dans les jambes, le cou et les mâchoires. Son crâne, court et large, était armé de dents coniques et acérées, conçues pour déchirer plutôt que pour broyer. Sa morsure était rapide, presque électrique. Il ne tuait pas d'un seul coup, mais par une série d'attaques consécutives, comme un prédateur qui savait quand avancer et quand reculer. Sa peau, l'une des rares conservées en détail, montre des rangées d'écailles épaisses et de protubérances qui couvraient son corps comme une armure organique. Certaines de ces écailles étaient grandes et ovales, alignées en rangées le long du torse. Sous la lumière du soleil, le Carnotaurus devait sembler un animal de feu, sombre, brillant, presque métallique. Les scientifiques pensent que sa peau pouvait avoir des nuances rougeâtres ou brunes, se camouflant parmi les troncs et la poussière. Mais ce qui le rendait vraiment unique était sa vitesse. Son squelette révèle de longues pattes et un système musculaire conçu pour une accélération explosive. C'était probablement l'un des dinosaures carnivores les plus rapides ayant jamais existé. Chaque enjambée était une décharge d'énergie. Il pouvait atteindre ses proies en terrain découvert et se jeter sur elles avec un élan dévastateur. Sa queue rigide et allongée agissait comme un contrepoids, stabilisant son corps pendant qu'il courait. C'était un chasseur qui n'avait pas besoin de surprendre. Sa puissance résidait dans le mouvement. Les paléontologues pensent qu'il tendait des embuscades à des herbivores moyens comme le Gasparinisaura ou l'Abelisaurus, attaquant avec un style de combat unique. Des charges frontales suivies de morsures rapides. Ses cornes, émoussées mais résistantes, auraient pu servir à frapper ou pousser, que ce soit lors de la chasse ou lors d'affrontements avec d'autres mâles. Son cou, court et massif, fonctionnait comme un ressort. Quand le Carnotaurus attaquait, il ne le faisait pas seulement avec la bouche. Tout son corps était une arme. Imaginez un coucher de soleil dans la Patagonie crétacée. L'air vibre de chaleur. Au loin, un groupe d'herbivores se déplace lentement entre les arbres. Alors, un silence soudain. Les oiseaux primitifs se dispersent, quelque chose approche. Une légère secousse parcourt la terre. Dans la brume dorée, 2 cornes émergent d'abord, puis une silhouette. Le Carnotaurus surgit avec une vitesse impossible, ses pattes frappent le sol comme un tambour. Le premier impact renverse une proie avant qu'elle ne puisse réagir. Un rugissement sec et bref résonne dans l'air. Tout se termine avant que l'écho ne s'éteigne. Son cerveau, bien que petit, était orienté vers le mouvement. Ses sens étaient fins.
Il avait une excellente vision vers l'avant et une oreille adaptée pour percevoir les sons lointains. C'était un chasseur qui vivait du calcul et de la réaction, de l'instinct transformé en réflexe. Chaque partie de son corps obéissait à une seule règle: bouger en premier, frapper plus vite. Le Carnotaurus fut aussi une rareté évolutive. Sa lignée, les Abelisauridae, s'est développée en isolation dans l'hémisphère sud, après la fragmentation du supercontinent Gondwana. Tandis qu'au nord dominaient les tyrannosaures et les carcharodontosaures, au sud régnaient ces chasseurs au corps compact et au cou puissant. Ils furent la réponse de l'Amérique du Sud au défi de la vie sans limite. Son visage, avec ses yeux enfoncés et ses cornes courbées, lui donne un aspect presque mythologique. Si un humain l'avait vu, il aurait pensé que l'enfer marchait sur Terre. Mais derrière cette image démoniaque se trouvait un organisme parfaitement équilibré, conçu pour survivre là où d'autres échouaient. Son corps était la synthèse du mouvement, sa peau, la carte du feu. Le Carnotaurus n'avait pas besoin d'être le plus grand ni le plus fort. Il était le plus rapide, le plus précis, le plus mortel dans les espaces ouverts. Son rugissement devait retentir comme un tonnerre sec dans les plaines du Crétacé, un son qui annonçait l'arrivée de la mort. Therizinosaurus cheloniformis. Dans les derniers jours du Crétacé, alors que le monde des dinosaures approchait de sa fin et que les jungles de l'Asie centrale bouillonnaient sous un climat tropical et violent, une créature marchait parmi les arbres avec un aspect si étrange qu'elle ressemblait à un cauchemar de l'évolution. Elle avait le corps d'un géant, le cou d'un oiseau, le visage d'un herbivore, et les griffes les plus longues et terrifiantes que la Terre ait jamais vues. Son nom était Therizinosaurus cheloniformis, le lézard faucheur. Il a vécu il y a environ 70 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui la Mongolie, un paysage couvert de forêts de fougères, de lacs verdâtres et de marais profonds. Il était énorme, mesurant plus de 10 mètres de long et pesant jusqu'à 5 tonnes. Mais ce qui le rendait inimitable, c'étaient ses griffes courbées, de plus de 70 centimètres, si longues qu'elles dépassaient la hauteur du bras humain. Ce n'étaient pas des armes de chasse, mais des outils de défense et d'alimentation. Pourtant, sa simple silhouette suffisait à inspirer la peur. Le Therizinosaurus appartenait à une famille de dinosaures inhabituels, les Therizinosaures, parents lointains des vélociraptors et des tyrannosaures, mais qui avaient suivi un chemin évolutif différent. Alors que ses cousins devenaient des carnivores plus rapides et plus létaux, lui est devenu un géant herbivore, adapté à se nourrir de plantes dures et fibreuses. Son corps, couvert de plumes épaisses et sombres, se balançait lentement parmi les arbres, arrachant branches et feuilles avec ses immenses griffes, comme si elles étaient des lames agricoles. Son cou, long et flexible, soutenait une petite tête avec un museau étroit et sans dents à l'avant, comme le bec d'un oiseau. À l'arrière, sur la mâchoire, de petites dents émoussées broyaient la végétation. Mais sa bouche n'était pas son principal outil. Ses bras l'étaient tout. Les membres antérieurs du Therizinosaurus étaient disproportionnellement longs, avec une musculature puissante capable de soulever des branches épaisses ou de se défendre contre toute attaque. Chaque griffe était une faux vivante, un chef-d'œuvre d'os et de kératine. Le premier fossile a été trouvé dans les années 40 et les scientifiques de l'époque pensaient qu'il appartenait à une tortue géante. D'où son nom, Cheloniformis, qui signifie « en forme de tortue ». Ce n'est que des décennies plus tard que la vérité a été découverte. Ce n'était pas un reptile lent et blindé, mais un colosse à plumes, un dinosaure qui avait changé les règles de l'évolution. Le Therizinosaurus se déplaçait avec une lenteur majestueuse, mais il n'était pas sans défense. Ses griffes étaient si longues qu'elles tenaient à distance même les prédateurs les plus redoutables, comme le Tarbosaurus, son contemporain en Asie. Un seul mouvement suffisait pour ouvrir le ventre de son assaillant ou lui briser les côtes. Malgré son régime herbivore, sa présence suffisait à imposer le respect dans tout l'écosystème. Imaginez un lever de soleil parmi les arbres du Gobi, le brouillard recouvrant le sol et le chant lointain des oiseaux primitifs. Une ombre se déplace entre les troncs, grande, lente, imposante. Le Therizinosaurus lève le cou, renifle l'air et d'un mouvement presque rituel étend ses bras. Les griffes brillent sous la lumière dorée.
Autour de lui, les petits dinosaures fuient, non par peur de la chasse, mais de la simple présence du géant. Son plumage était probablement sombre, avec des tons grisâtres ou bleuâtres, et sa peau, rugueuse sous les plumes, résistait aux égratignures des buissons et au frottement constant avec la végétation. Chaque pas enfonçait le sol, laissant des empreintes profondes qui se rempliraient d'eau avec la pluie. Et sur ces empreintes, plus tard, marcheraient les charognards du Gobi, se nourrissant de ce qu'il laissait derrière lui. Contrairement à la plupart des dinosaures herbivores, le Therizinosaurus ne se déplaçait pas en troupeau. Il était solitaire, peut-être territorial. Certains fossiles suggèrent que les griffes pouvaient aussi avoir une fonction d'exposition ou de parade, un symbole de pouvoir envers ses semblables. Lors des rituels d'accouplement, les mâles auraient déployé lentement leurs bras, montrant leurs lames brillantes, tout en émettant des rugissements graves qui résonnaient entre les arbres. C'était un spectacle de force silencieuse, de domination sans violence. Le Therizinosaurus était la paradoxe vivant de l'évolution. Un herbivore né de la lignée des carnivores. Ses os racontent l'histoire d'un changement adaptatif qui défiait la logique. Un assassin transformé en cueilleur. Ses parents chassaient avec des griffes. Lui les utilisait pour atteindre la nourriture. Là où d'autres arrachaient de la viande, il arrachait des feuilles. Et pourtant, dans ces mêmes griffes restait le souvenir du passé prédateur. Les scientifiques pensent que son alimentation était sélective, feuilles jeunes, pousses tendres et fruits. Son estomac, énorme et complexe, pouvait digérer la cellulose avec une efficacité presque miraculeuse. Mais en cas de danger, ce corps de cueilleur se transformait en un mur de force. Aucun carnivore ne s'approchait sans y réfléchir à deux fois. Malgré sa nature pacifique, le Therizinosaurus dominait la forêt comme un spectre ancestral. Il n'était ni le plus rapide, ni le plus violent, mais le plus énigmatique. Sa silhouette, grande, voûtée, armée de lames, représentait la frontière finale entre brutalité et adaptation. Imagine un après-midi où le soleil se couche et la forêt se teinte de rouge. Le géant s'arrête près d'un lac, boit lentement de l'eau, et en levant la tête, ses griffes goûtent. Il n'y a pas de sang, seulement des reflets du crépuscule. Mais dans ce geste, il y a quelque chose de troublant, une beauté sauvage qui annonce la fin d'une ère. Suchomimus tenerensis. Sur les rives des fleuves de l'ancien Sahara, là où le soleil frappait la surface de l'eau et où les marais bouillonnaient sous un air épais, vivait l'un des chasseurs les plus singuliers de l'histoire de la Terre. Il ne rugissait pas dans l'épaisseur de la végétation, ni ne renversait des géants sur la terre ferme. C'était un chasseur silencieux, amphibie, patient. Son nom était Suchomimus tenerensis, l'imitateur du crocodile. Il y a 112 millions d'années, au Crétacé moyen, la région qui est aujourd'hui le Niger était un paradis tropical. Les rivières serpentaient entre forêts humides et plaines verdoyantes, peuplées de poissons énormes, de crocodiles primitifs et de dinosaures herbivores de taille colossale. Dans cet environnement, le Suchomimus devint le seigneur des eaux. Il n'était ni le plus grand, ni le plus rapide, mais il était le plus spécialisé. Il mesurait 11 mètres de long et pesait près de 4 tonnes, mais son corps était plus svelte et allongé que celui des autres prédateurs. Son crâne, de plus d'1,5 mètre, avait une forme inconfondable, étroit, allongé, avec un museau rempli de plus de 100 dents fines et coniques, disposées comme celles d'un crocodile moderne. C'étaient des dents parfaites pour attraper, pas pour broyer. Elles se fermaient avec une précision chirurgicale, formant un piège mortel pour tout ce qui bougeait dans l'eau. Sa structure corporelle montrait une claire adaptation à la vie semi-aquatique. Les pattes avant étaient longues et puissantes, terminées par des griffes courbées qu'il utilisait pour s'accrocher au sol boueux ou attraper de gros poissons sautant hors de l'eau. Sa colonne vertébrale, avec des prolongements osseux formant une petite voile, l'aidait à réguler sa température et à stabiliser son corps en nageant. C'était un chasseur qui appartenait autant à la terre qu'à l'eau, le chaînon manquant entre les prédateurs terrestres et les amphibiens du Mésozoïque. Le Suchomimus rôdait depuis la rive. Sa chasse n'était pas une poursuite, mais un acte d'attente. Il se baissait en silence, immergeant une partie de son corps et laissant seulement les yeux et les narines hors de l'eau. Lorsqu'une proie s'approchait, qu'il s'agisse d'un poisson gigantesque, d'un ptérosaure pêchant ou même d'un petit dinosaure assoiffé, il se lançait en avant avec une rapidité explosive.
Sa morsure, bien que moins puissante que celle du T-Rex, était précise et soutenue. Attraper suffisait, l'eau faisait le reste. Les études de ses os révèlent que sa densité osseuse était plus élevée que celle des autres carnivores, ce qui lui permettait de s'immerger avec stabilité, sans trop flotter. Sa queue, longue et flexible, agissait comme un propulseur naturel, le poussant sous le courant avec des mouvements ondulants. Dans l'eau, le Suchomimus était un fantôme. Mais il ne vivait pas que de poissons. Lorsque la saison sèche réduisait les rivières, il chassait sur terre. Sa taille, sa force et ses griffes lui permettaient d'affronter des herbivores moyens et petits. Pendant ces périodes, il se transformait en prédateur opportuniste, rôdant aux lisières de la forêt ou se nourrissant de cadavres. Il était adaptable, et c'est pourquoi il survécut là où d'autres tombèrent. Son environnement était un monde de géants. Dans les mêmes rivières cohabitaient des crocodiles de plus de 10 mètres, d'énormes tortues et les premiers mammifères aquatiques. Parmi eux, le Suchomimus était le chasseur suprême. Ses empreintes fossiles, découvertes à côté de marques de poissons et de végétation aquatique, dessinent un tableau d'équilibre parfait. Une nature en mouvement, un cycle de vie gouverné par l'eau. Imaginez un après-midi dans ce monde perdu. L'air vibre sous la chaleur, le ciel devient rouge au-dessus de la rivière. Un groupe d'herbivores boit en silence. L'eau semble immobile, mais quelque chose la fend par en dessous. Bulle, une ombre. Puis, l'explosion. Le Suchomimus émerge comme une lance vivante, le museau ouvert, les dents brillantes. L'impact éclabousse de boue et de sang. En une seconde, tout disparaît sous la surface. La rivière redevient un miroir, mais l'équilibre a changé. Sa peau, couverte d'écailles épaisses et rugueuses, reflétait le soleil en ton cuivré. Chaque mouvement était mesuré, chaque respiration contrôlée. Il était un prédateur de patience infinie, un chasseur qui dépendait plus du silence que du rugissement. Contrairement aux carnivores terrestres, il n'avait pas besoin de montrer sa puissance. Sa domination était invisible, sa présence constante. Le Suchomimus représenta l'une des dernières grandes adaptations de la lignée des spinosaures avant leur disparition. Il était un proche parent du Spinosaurus, mais plus agile, plus équilibré, moins monstrueux. Là où son parent égyptien devint un géant aquatique, lui fut le maître de la rive, ni tout à fait terrestre, ni complètement aquatique. La frontière était son royaume. Les paléontologues pensent que son extinction fut liée au changement climatique et au déplacement des rivières africaines qui transformèrent les écosystèmes et détruisirent ses sources de nourriture. Mais pendant son règne, le Suchomimus fut la personnification de l'équilibre. Il n'avait pas besoin de dominer par la force ou par la peur. Sa seule présence maintenait l'ordre des eaux. En lui se termine l'histoire des chasseurs les plus effrayants ayant foulé la terre. Des géants dévorant des titans aux petits, chassant avec intelligence et précision, tous partagèrent le même destin, être l'incarnation de la vie dans sa forme la plus sauvage. Le rugissement de son époque s'éteignit, mais son écho résonne encore dans chaque créature qui chasse, dans chaque oiseau qui prend son envol, dans chaque ombre qui se meut sous l'eau.